Bon, c'est la 74e édition de la revue de la semaine. On ne peut pas dire qu'on soit très imaginatif, parce que c'est toujours le même décor, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, générique. Bon, toute la semaine, c'était le feuilleton du remaniement gouvernemental. Nous autres, la France Insoumise, on regarde ça, parce qu'on a compris que de toute façon, ça va mal tourner. Je vous explique rapidement. Vous avez eu une phase pendant laquelle Macron faisait ce qu'il voulait. Et puis tout marchait à la baguette et au pas de charge. Et nous, on vous a toujours dit, ce gars-là n'a pas de base sociale pour appliquer sa politique. Et deuxièmement, il n'a pas le personnel politique sérieux pour faire les choses. Il a des gens de bric et de broc qu'il a ramassés de tous les côtés. Et au premier écueil, tout le système se cassera la figure. L'écueil s'est appelé Benalla. Tout d'un coup, on a vu le ministre de l'Intérieur dire qu'il connaissait personne à l'Élysée, qu'il parlait pas de ce sujet avec le chef de l'État, et que s'il y avait un responsable de quelque chose, c'était le chef de la police et pas lui, le préfet de police de Paris. Ce jour-là, l'État a connu une gifle incroyable, parce que les fonctionnaires ne peuvent pas être tenus pour responsables politiquement des ordres qu'ils exécutent. C'est au ministre politique de les assumer. Et ça a créé la dislocation a commencé là. Une crise d'autorité, puisque le chef de l'État n'intervenait pas, n'avait rien à dire, et la seule fois où il intervient, c'est pour se comporter comme un chef de bande, et dire venez me chercher, monsieur Benalla, c'est mon ami, il le fait applaudir par tous ses zouaves là-bas à la Maison de l'Amérique latine. À ce moment-là, le système s'est déboîté. Hein. Quelques jours après, fin du mois d'août, début septembre, départ de Nicolas Hulot. Il s'en va parce qu'il est convaincu que, dans le cadre des traités européens et du budget, il ne pourra pas faire la transition écologique, mais il part aussi parce qu'il sent que ça ne sert plus à rien d'être dans cette équipe, vu que le chef de l'État fond les ballons sur une ligne qui conduit à un désastre, mais il le fait dans des conditions de faiblesse, d'improvisation, de coups de force que lui, Hulot, n'a pas supporté. Hein. Là, à lui, Hulot, on lui avait imposé la présence du chef des chasseurs dans une réunion, on lui avait dit à lui, Hulot, vous inquiétez pas, il sera pas là. Bon. Ensuite, à partir de là, la débandade commence. Les gens s'en vont pour convenance. Donc Collomb s'en va parce que, bon, d'abord, parce qu'il n'est plus obéi par personne, mais l'apparence qu'il donne, il dit, je vais préparer les municipales. Le chef de l'État lui dit non, il faut que tu restes, tu as des choses à faire. Et le gars, il va dans un journal, Le Figaro, et il dit « je m'en vais quand même ». Bon. Donc, il commence un cycle où chacun fait ce qu'il veut. Ça, bon, c'est pas moi qui suis partisan de la 6ème République qui devrait le faire, mais c'est à moi de vous dire, aujourd'hui, c'est la 5e, c'est pas la 6e. La 5ème République, elle a une cohérence. Elle a une façon de fonctionner. Hein. Bon, voilà, si vous allez à un match de basket, vous jouez pas au foot. Donc si vous êtes dans le cadre de la 5ème République, vous ne pouvez pas vous comporter comme si c'était la 4ème, où chacun fait ce qu'il veut, et où les gouvernements se font et se défont, et où l'instabilité gagne. Donc là, le président a été obligé de remanier. Et, tout d'un coup, stupeur, de remaniement, il n'y en a pas. Il dit, il ne se passe rien. Tout est bloqué. Et les rumeurs circulent. Et ces rumeurs, peu importe les détails, parce que bon, la rumeur essentielle, c'est qu'il y a une discussion entre le Premier ministre et le Président de la République. Et c'est vrai. À ce qu'on observe, c'est vrai. Donc là, il y a un sérieux problème, parce que ça n'existe pas dans la 5ème République. Il n'y a pas de discussion entre le Premier ministre et le Président de la République pour savoir qui est-ce qui va être ministre et quelle est la coalition qu'on va mettre sur pied. Donc, en toute hypothèse, le remaniement est déjà une aggravation de la crise à laquelle il prétend répondre, de toute façon. Une fois que vous allez avoir passé les 48 heures pendant lesquelles on va faire la liste et dire « ah, machin, machine, c'est intéressant, et vous avez ci ou ça avant », c'est-à-dire le côté people, hein, que les médias vont faire sur les différents nouveaux ministres, vous allez vous apercevoir de quoi? Eh bien, évidemment, du fait que, pour l'essentiel, c'est un recyclage de renégats, c'est-à-dire de gens qui changent de camp, qui vont passer du Parti Socialiste à la République En Marche, comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, comme d'habitude, et pour aller au gouvernement. Et donc, la solution qui sera trouvée ne tiendra pas. C'est-à-dire que son autorité après, normalement quand on remanie, c'est pour que l'autorité soit plus grande, ou que, bon, allez, on a tourné la page des bêtises qui ont été faites. Rien de tout ça.
ne fonctionnera. Bon. Donc, on va aller à un moment qui va être plus tendu. Mais c'est une opportunité pour vous qui m'écoutez, parce que la force du pouvoir va baisser, donc la force de votre capacité à revendiquer et à agir va augmenter. Et c'est à vous maintenant de vous saisir de ce moment particulier où on peut obtenir des résultats dans de meilleures conditions que dans les périodes précédentes où lui se sentait fort et invincible. Voilà. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Bon, mon sujet, c'est le climat et le rapport du GIEC. Le GIEC, G-I-E-C, vous savez, c'est un groupement d'experts qui travaille dans le cadre des Nations Unies et qui procède à une évaluation régulière de l'évolution de la crise climatique, c'est-à-dire du dérèglement du climat. Alors au début, quand ils ont commencé, les gens avaient du mal à comprendre de quoi pouvait bien parler un tel groupe, parce que on comprenait pas l'idée même de crise climatique. On voyait pas comment le climat pouvait être en crise. Maintenant, évidemment, c'est devenu une idée beaucoup plus familière au très grand nombre des gens, parce qu'on comprend que c'est le dérèglement de ce qu'on a connu jusque-là depuis des milliers et des milliers d'années, dans la façon avec laquelle s'organise le régime des pluies, des sécheresses et combien d'autres choses qui sont perturbées par le réchauffement de la planète. Et cette planète se réchauffe parce que les gaz à effet de serre retiennent la chaleur qui normalement devrait se dissiper. Bon, et cette fois-ci, la question du climat se présente directement d'une façon complètement nouvelle. Bon, sur cette revue de la semaine, on l'a déjà abordé dans ces termes nouveaux. Je crois avoir dit à plusieurs reprises ici que le changement climatique était commencé. Mais au moment où moi je le disais, bon, c'est parce que, évidemment, je suis les travaux internationaux, j'ai aucun moyen de le savoir par moi-même. Mais c'était les travaux internationaux, les experts, et notamment les experts français, qui veulent bien me tenir informé à intervalles réguliers de la situation réelle pour que je puisse agir et faire des propositions et penser mon époque dans les conditions les plus réalistes. Bon, le changement climatique est commencé, et vous vous souvenez que quand on a parlé de la COP21, c'est-à-dire cette conférence mondiale qui traite de cette question du climat, ou plus exactement du mode de production qui émet des gaz à effet de serre, la plus célèbre d'entre elles, la COP21, c'était la 21e fois que cette réunion se tenait à Paris. Bon, elle a eu un grand impact mondial parce que pour la première fois, un accord a été signé. Mais j'ai déjà eu l'occasion aussi de dire dans cette revue de la semaine qu'il fallait faire très attention. Parce que, au final, ils s'étaient tous accordés sur une progression de 2 degrés. D'accord ? Ça, c'est le texte qu'ils ont signé. Puis au moment de signer, toutes sortes de pays intervenaient pour que tout le monde signe, pour que personne ne soit en dehors. C'était avant l'arrivée de Trump. Et toute une série de pays insulaires, des îles, sont venus et ont dit, écoutez, nous on veut bien signer, mais à 2 degrés de progression, nos îles sont noyées. Donc on ne peut pas, nous, avoir un texte à 2 degrés. On est obligé de dire un texte à 1,5 degré. Donc le texte a été dit, a pris comme accord 2 degrés seulement de progression, avec objectif 1,5 degré de plus, pour que, au moins, toutes ces îles ne soient pas noyées. Et puis, il s'est produit la chose suivante, c'est que les pays ont tous envoyé un plan, en disant, bon, on va faire ci, on va faire là, et quand on met bout à bout tous les plans, on s'aperçoit que les engagements pris par les pays conduisent à une augmentation de la température de 3,5 degrés. Par conséquent, si les pays tiennent leurs engagements, de toute façon, la partie est perdue. Et le 2 degrés alors 1,5, n'en parlons pas. Donc le GIEC, il part du 1,5. Et il dit, c'est à ça qu'il faut arriver absolument, parce que sinon, c'est la catastrophe. Et il passe en revue tout ce qui doit changer. C'est beaucoup de choses, les amis. Tout ce qui doit changer, c'est un changement profond, radical, dans la manière de produire et de consommer. Attention, c'est pas hors de portée. C'est pas des choses extravagantes, comme, je sais pas quoi, moi, une invention qui serait absolument nécessaire pour tout bouleverser. On parle pas de ça. On parle avec les méthodes de production qu'on connaît, avec les process de production qu'on connaît, comment on peut modifier la nature de ces productions. Alors, ça touche tous les domaines. La production d'énergie, l'agriculture, tous les domaines. Mais on peut le faire. Mais il faut bien comprendre une chose. On ne peut pas le faire dans le cadre du libéralisme et du capitalisme comme il est là. C'est-à-dire,
aussi longtemps qu'on laisse l'argent faire ce qu'il veut, on ne peut pas faire face à la crise. Alors, pour des gens comme nous, vous qui m'écoutez et moi qui vous parle et qui porte votre parole, la question c'est de savoir à quel moment des gens comme nous arrivent au pouvoir. Parce que quand nous on arrive au pouvoir, clairement on s'y met tout de suite. C'est la première tâche par laquelle on aborde la situation, c'est ça. Mettre le pied sur le frein de tout ce qui procède, qui conduit à des émissions de gaz à effet de serre amples. Et puis en même temps, toute la diplomatie se tourne vers cet effort-là. Bon, c'est-à-dire qu'on change les normes de production, on va changer les formes de la consommation, et on va aussi changer les objectifs de l'État. Hein. Par exemple, à l'instant, je viens de vous dire, la diplomatie française s'engage là-dessus. Ça veut dire qu'il faut que les diplomates partout courent partout pour voir avec les pays comment on peut, quels seraient les problèmes pour qu'ils réduisent davantage leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, il faut que vous sachiez que c'est pas du tout ce que fait aujourd'hui le réseau diplomatique français. Le réseau diplomatique français aujourd'hui, sa tâche numéro 1, 40% du temps des diplomates, c'est la diplomatie économique. Bon, activité ridicule s'il en est une. Pourquoi ? Ben parce que précisément les diplomates font du travail pour des entreprises, et qu'il arrive que ces entreprises, d'abord, n'ont pas besoin d'eux, deux, c'est à elles de faire le travail et pas à l'État, et puis trois, de temps à autre, elles changent de propriétaire. Alors par exemple, la diplomatie économique française en Équateur a été très active pour faire accepter l'idée d'un tramway à Cuenca, qui est une des villes de l'Équateur, fait par Alstom. Pas de chance, pendant ce temps-là, Alstom a changé de main, et cette partie-là a été vendue aux Allemands. Les tramways, le ferroviaire et tout, une catastrophe. Donc tout ça, bon, la diplomatie française doit s'occuper de problèmes de diplomatie et de rapports de gestion, de la façon avec laquelle les États gèrent leur futur. Il y a urgence à faire ça. Hein. Tout le reste, j'ose à peine dire que ça n'a pas de sens. Si le dérèglement climatique s'amplifie comme le prévoit le rapport du GIEC, ça veut dire un changement complet du régime des précipitations, c'est-à-dire de la pluie, de la sécheresse, des courants dans la mer, du niveau de la mer et du nombre et de la fréquence des événements extrêmes. C'est-à-dire des événements par rapport auxquels personne n'est préparé aujourd'hui à faire face. Bon. Vous voyez que ça pose la question du pouvoir politique d'une façon totalement nouvelle. Hein, et la façon de mener un pouvoir politique de façon tout à fait nouvelle. On ne pourra pas se contenter d'élire des équipes de gens qui sont plus malins que les autres pour gérer, genre Macron. Hein. Vous allez voir, il va tout vous arranger. Non, on est obligé, nous, d'avoir une puissante impulsion pour changer de cap. Et dans cette puissante impulsion, ça veut dire qu'il y a des milliers et des milliers et des dizaines de milliers de gens qui doivent aller au travail pour modifier les process de production et tout ce qu'on sait faire. Et puis des milliers de décisions à prendre. Bon, par exemple, on a proposé à l'Assemblée nationale d'interdire les objets en plastique à usage unique. Bon, ça fait partie des choses où il faut prendre des décisions rapides. On ne vous dit pas changer tout le plastique par du bois, ce serait pas malin, on dévasterait les forêts. Mais on est obligé d'arrêter l'invasion du plastique qui est arrivée déjà à un point tel que la pollution des organismes vivants par les plastiques, c'est un fait tellement avéré que, pour vous donner un exemple, les femmes enceintes qui sont sur la frontière là-haut, vers le pôle Nord, le Groenland et tout cet endroit, ne mangent plus les poissons de la mer pendant leur grossesse parce que ces poissons sont remplis de plastique. On en est là. Hein. Et évidemment, dans la viande des autres animaux, on retrouve ces plastiques parce que les pauvres bêtes, elles font pas le tri. Hein. Elles mangent ce qu'il y a, et puis des fois, elles mangent des poissons qui eux-mêmes ont mangé les plastiques, et elles sont elles-mêmes remplies de plastique. Donc c'est pour vous dire qu'il y a plein de décisions à prendre, de mesures à prendre, de changements de mode de production qu'on doit opérer, mais il faut s'y mettre maintenant. C'est à ça que nous invite le rapport du GIEC. Mais vous autres, vous devez y réfléchir quand vous faites de la politique et que vous interpellez les dirigeants politiques. Hein. Il faut comprendre que maintenant, où on tourne la page, où faudra faire face. Bon, on fera face. Mais c'est pareil, là, pour faire face, il faudra savoir ce que vous voulez. Hein. Si c'est chacun pour soi, vous ne ferez pas face aux événements climatiques extrêmes. Si c'est tous ensemble, c'est une autre paire de manches. Donc, vous direz, bon, encore un plaidoyer, bah oui, il faut bien, hein, parce que sinon, tout ça fait de l'émotion pendant 2 jours, et puis après, tout le monde oublie. Alors, ça m'amène à ce samedi où il va y avoir des manifs, des marches un peu partout dans le pays, pour le climat. Alors, on m'a dit, c'est pas en marchant qu'on va redresser le climat. Ben non, merci Ballot, on est au courant.
Mais si il n'y a aucune manifestation populaire, s'il n'y a aucun moyen pour les décideurs de se rendre compte que l'opinion publique a compris qu'il y a un problème majeur, eh ben ils vont continuer comme avant, parce que c'est leur pente naturelle. Hein, c'est à ça qu'ils croient, eux. Ils croient que ça va finir par s'arranger, parce que, on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils croient, hein, comment ils pensent que ça va s'arranger, mais enfin, ils le pensent. Donc, je pense que ce samedi, il faut vraiment aller dans la rue, marcher avec les gens qui sont là pour la sauvegarde du climat et la réduction des gaz à effet de serre. Hein. Vous avez bien compris que la question du climat, c'est pas une question comme ça dans l'air, hein, même si ça se passe dans l'air. C'est une question concrète. Il faut limiter, arrêter les émissions de gaz à effet de serre partout où on peut, et en particulier les gaz carbonés. Et notamment dans les domaines, vous allez voir comment nous on retombe toujours sur nos pattes. Hein. Les premiers émetteurs de gaz à effet de serre, de CO2, à votre avis qui c'est? C'est même pas les bagnoles, c'est l'élevage. D'accord? Vous voyez le rapport avec ce qu'on dit sur l'opposition, sur les fermes de 10 000 vaches, les fermes de 30 000 cochons. Pourquoi tout ça, c'est pas seulement une manière de traiter les vivants comme des choses, mais c'est surtout un grave attentat contre la stabilité de l'écosystème, du système Terre dans lequel la vie humaine est possible. Bon, mon deuxième sujet, c'est la finance. J'aime mieux vous dire que les nouvelles sont pas meilleures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous lisez mon blog, parce que dans mon blog, à intervalles réguliers, toutes les semaines, je publie un post, on appelle ça comme ça, hein. Donc c'est une note d'ambiance, plus des sujets que je traite, parce que moi j'en ai besoin pour mémoriser mes chiffres et mémoriser les fiches qu'on me passe pour me tenir toujours à niveau de ce qui se présente. Alors, j'ai déjà fait une ou deux fiches sur la question de l'évolution de la finance mondiale et de la baston entre les États-Unis d'Amérique et le reste du monde. Alors, que se passe-t-il? Comme vous le savez sans doute, parce que je vous l'ai tellement répété que ça va finir par vous saouler, les États-Unis d'Amérique ont imprimé des millions de milliards de dollars sans se soucier de savoir si derrière il y avait des marchandises qui y correspondaient. Comme tout le monde est obligé de se servir de dollars, tout le monde en a pris. Mais en même temps, l'État américain a creusé sa dette. L'État américain vit comme ça, à crédit sur le reste du monde. Ils décident de dépenser 1000 milliards, ils en ont 3, tout le reste, ils l'impriment. Et voilà, et ça revient à être... et ils émettent des titres de dette pour boucher le trou. Alors pendant des années, tout le monde a acheté des titres de dette américains parce que c'était stable, et puis que l'armée américaine étant partout, on se dit finalement mes dollars seront protégés. Mais il se trouve que l'argent a commencé à s'accumuler chez des gens qui sont des concurrents des États-Unis d'Amérique, et en particulier chez les Chinois, chez les Indiens, chez les Russes. Et ce groupe qui constituait les BRICS, je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire Brésil, Inde, Chine, Russie, Afrique du Sud. Ces BRICS ont commencé à dire, écoutez, nous on en a marre de dépendre pour l'achat et la vente des cours d'un dollar qu'aucun d'entre nous ne contrôle. Voilà. Et donc les Chinois ont dit, il n'y a qu'à faire une monnaie commune mondiale, d'accord? Et d'autres ont dit, et qu'il y ait monnaie commune ou pas, de toute façon on va arrêter de commercer en dollars, on va commercer dans notre monnaie nationale. Et c'est pas tout. Déjà là, ça commençait un peu à flipper aux États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique ont mis au point une riposte. Alors la riposte, elle porte sur deux plans. Le premier, c'est casser les BRICS, c'est-à-dire briser ce front. Et ils ont trouvé un maillon faible, le Brésil. Donc si vous voulez comprendre pourquoi on en est là au Brésil, pourquoi ils arrêtent Lula, pourquoi ils laissent passer un fasciste qui est un libéral monstrueux, etc., c'est les États-Unis d'Amérique ont intérêt à ça et ne pouvaient pas laisser Lula regagner l'élection présidentielle et mettre en place un quelconque système régulateur. On ne dit même pas un système révolutionnaire, mais un système régulateur qui fasse que le Brésil confirme les engagements qu'il a pris dans le cadre de ces BRICS. Alors entre-temps, les autres ont quand même commencé à prendre, les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas le Brésil, à prendre leurs dispositions pour fonctionner quand même, y compris sans le Brésil. Et ils fonctionnent et ils font face à la deuxième salve que tirent les États-Unis d'Amérique de Trump, c'est les droits de douane qu'il rétablit avec l'espoir que les produits coûtant plus cher, ils soient de nouveau produits aux États-Unis d'Amérique. Ils essayent de reconstituer la base productive industrielle des États-Unis d'Amérique.
Alors, il faut que vous sachiez que cette base, elle est extrêmement étroite aujourd'hui. Le PIB, la production de richesse des États-Unis d'Amérique est colossale, mais dedans, le 80%, c'est des services, ils produisent rien du tout. Hein. C'est pas de la production d'objets, de choses concrètes. C'est des services, et notamment, et essentiellement, des services financiers. D'accord ? Donc, ils essayent de reconstituer leur base productive en faisant du protectionnisme, mais du protectionnisme sauvage. C'est pas le protectionnisme solidaire sauce France Insoumise, hein, où on dit, on discute avec chaque État de comment on peut rétablir des productions chez l'un, chez l'autre, en fonction de ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on échange, avec une planification de la durée des échanges. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Il assomme les gens avec des droits de douane, et évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Les autres répliquent. Mais les autres, ils sont pas bêtes, vous savez, hein. C'est pas parce qu'ils sont pas américains, c'est pas parce qu'ils sont chinois, russes ou indiens, qu'ils ont une cervelle moins développée que les Américains. Donc, non seulement ils mettent des droits de douane, eux aussi, ce qui veut dire que le commerce mondial va ralentir, avec une aggravation de toutes les inégalités qu'il comporte aujourd'hui, parce que quand la production ralentit, c'est bon pour la réduction du nombre de mètres cubes de gaz à effet de serre, mais c'est mauvais pour les plus pauvres, et ainsi de suite, donc ça dégrade tout le fonctionnement du système. Mais surtout, ce qu'ils font, à part augmenter eux aussi les droits de douane, ils font quelque chose de terrible. Ils jouent avec la dette des Américains qu'ils ont en stock. En Chine, en Russie et dans tous ces pays, il y a des piles de titres de dette américains, alors qu'ils leur rapportent des intérêts, évidemment. Et puis quand le titre de la dette arrive à échéance, le titre de la dette est arrivé à échéance, donc on doit vous rembourser. Bon, le moment où on doit vous rembourser, si vous êtes élégant, vous rachetez un titre de dette équivalent, d'accord ? Donc comme ça, vous redonnez des sous et hop, c'est reparti pour un tour. Sauf que là, ils rachètent pas et ils vendent. Ils vendent ce qu'ils ont et ils rachètent pas ce qui arrive à maturité. Et en ce moment, il y a une série de titres qui arrivent à maturité et ils rachètent pas. Alors, ils ont fait ça de manière un peu habile au début. Ils vendaient et ils rachetaient, d'accord ? Donc, ils arrivaient à vendre plus qu'ils rachetaient sans provoquer l'effondrement des cours. Évidemment, ça les concernait eux directement et pas faire s'écrouler les cours de dette, alors qu'eux-mêmes en avaient encore autant en magasin. Donc, ils jouent comme ça pour réduire. Ceux qui ont fait ça très bien, c'est les Russes. Et voilà qu'il y a encore, 3 ans, comme ça, ils avaient des quantités considérables de dollars, de titres de dette comme ça, stockés. Et maintenant, il n'y en a plus. Ils ont une somme dérisoire, 15 milliards. Hein, c'est rien, c'est même pas une goutte d'eau. Hein. C'est même pas, comme ils disent, le trait du crayon sous un chiffre. Et les Chinois sont en train de faire pareil. Et donc, évidemment, ça va renchérir pour les États-Unis le coût de devoir vendre des titres de dette à d'autres qui vont dire, écoutez, moi, si c'est pour nous donner ça, ça ne nous intéresse pas, on veut plus. Et il y a un risque dans tout ça, c'est que quelqu'un rate la manœuvre et tout d'un coup les cours s'effondrent. Alors là, catastrophe garantie, c'est tout le système qui s'écroule avec. Alors, ça fait plusieurs fois que je dis sur cette revue de la semaine que les signaux d'alerte d'une crise grave dans la sphère financière sont réunis. Je voulais vous parler de celui-là, parce que personne ne va jamais vous parler, nulle part, du fait que les Chinois vendent des titres de dette américains, parce que c'est dans la presse spécialisée, ça intéresse peu de monde, mais ça a un impact sur l'ordre du monde, et ça peut avoir un impact sur la sphère financière qui tient absolument toute la réalité du monde, qui peut être considérable. Donc, si vous avez du temps, regardez par-ci par-là, si vous voyez passer un article. Et sinon, vous l'avez équipé avec mes explications. Je vous raconte une histoire que je trouve très intéressante et très révélatrice. Ça se passe dans le département de l'Indre. C'est pas loin de Châteauroux. Châteauroux, vous savez, c'est une ville dans l'Indre. Et puis, la ville dont moi je vous parle, c'est pas Châteauroux, ça s'appelle Leblanc. Et au Blanc, parce qu'on me dit comme ça, il y a, comme il y avait dans beaucoup de villes, une maternité. Bon, pour les gens, c'est important, une maternité, quand même. Puis, pour la population, il s'agit quand même de mettre au monde nos enfants. Hein, c'est pas rien comme service, une maternité. Alors, eux, comme partout, les agences régionales de santé qui ferment partout les maternités,
Et ils le font avec des ruses à 2 balles, mais c'est à peu près toujours les mêmes, donc on peut commencer à se méfier maintenant quand on les voit arriver. Alors quand l'été est arrivé, ils leur ont dit, écoutez, il y a un problème, c'est l'été, ça manque de monde, alors on va fermer. Pour l'été, hein. Ah, les gens, vous inquiétez pas, hein, c'est pour l'été. Bon, ceci dit, quand même, il y a un problème, alors on va mettre une commission d'examen du renseignement de la question pour l'étudier, l'analyser, un titre à rallonge de 4 km de long, pour savoir si on peut maintenir ou pas cette maternité. Évidemment, tout le monde a dressé les oreilles, a dit, on vous connaît, on sait ce que vous êtes en train de faire. Donc il y a eu des marches, des protestations, la population a pétitionné. Pourquoi ? Ben parce que les gens disent, bah écoutez, là où on est là en ce moment, c'est là qu'on met nos enfants au monde. Bon, eh bien, si on fait comme vous dites, que vous fermez la maternité du Blanc, ben, pour toute cette zone, eh ben, il faut aller à 60 km pour atteindre une maternité. 60 km, bon, je vous rappelle que la circulation est limitée à 80 à l'heure, hein, maintenant, bah, c'est une heure, quoi. C'est à peu près, hein, parce que vous passez pas comme ça, comme une flèche, hein. Donc c'est une heure. Alors les gens disent, mais dites donc, vous avez perdu les os et après vous montez dans une voiture pour faire 1 heure de route. Vous avez la probabilité que le gamin naisse dans la voiture, elle commence à être un peu élevée pour finir. Donc les gens, ils ont peur, ils ont raison. Ils ont protesté, ils ont fait toutes sortes d'actions, et là voilà que tout d'un coup, on leur dit, bon ben finalement on ferme. Alors avant on leur avait dit, vous inquiétez pas, on va étudier, alors on ferme. Donc évidemment, boum, ça explose. Hein. Les gens sont très mécontents, et vous avez les maires, les élus de tout le coin, alors les maires, leurs adjoints, etc., qui ont démissionné et qui ont fait une action symbolique devant la préfecture, ils ont été remettre leur écharpe tricolore. Je trouve que c'est une situation très intéressante parce que ça montre, une fois de plus, qu'il n'y a pas de limite à la rapacité et à la désorganisation des services publics. Une. 2, les méthodes pour gérer les situations qui consistent à mentir aux gens et à créer des commissions pour leur faire croire qu'on étudie une question alors qu'en fait on connaît déjà la réponse. 3, que les mises en danger de la population n'inquiètent pas les pouvoirs publics. C'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est l'équilibre des comptes. Et puis 4, c'est la réaction des élus. Parce que là, il y a des élus de tous les bords. Hein. C'est des gens de toute opinion politique, mais qui disent, écoutez, il y a une limite, quoi. Il faut quand même que la société puisse fonctionner. Il faut quand même qu'on puisse vivre. Enfin, tous les efforts qu'on a faits, on était contents d'avoir une maternité. On avait progressé, on a amélioré le mieux-être de la population. On peut mieux s'occuper des petits quand ils naissent, faire les interventions les plus rapides, et puis aussi faire en sorte que les femmes ne laissent pas leur vie en mettant leurs enfants au monde, enfin. Et alors, tout ça, c'est fini. Donc, quelle que soit votre opinion politique, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment on a pu en arriver là ? Ben justement, c'est la bonne question. Comment on a pu en arriver là ? Il n'y a pas de mystère, les gens. C'est pas vrai que c'est le déficit, tout ça, c'est des histoires. La vérité vraie, c'est que vous avez un organisme qui s'appelle la Commission européenne, qui fixe des objectifs de dépenses publiques à tous les États membres, et qu'on n'a rien n'affiche de vous, et s'occupe de stabilité des comptes, ne s'occupe pas des populations, et s'occupe des comptes. Et nous, les Français, nous sommes les dindons de la farce. Vous comprenez ? Pourquoi sommes-nous les dindons de la farce ? Parce que on nous dit, vous êtes obligés d'arrêter de faire tout ça, parce que vous êtes déjà dans le rouge, et que ça commence à bien faire, et que vous vivez au-dessus de vos moyens. Eh bien très bien, on va arrêter de vivre au-dessus de nos moyens. Tous les ans, nous donnons à l'Union européenne 9 milliards de plus que ce que nous recevons. C'est-à-dire que dans notre budget français, qui compte dans le déficit français, hein, pour 10% de ce déficit, il y a le fait qu'on donne 9 milliards de plus que ce qu'on reçoit. C'est compté comme de la dépense courante de l'État français. Voilà, donc ça suffit. Hein, ça suffit. Alors vous pouvez dire, bon, je vois pas le rapport entre la maternité et l'Europe, bah ça y est, je viens de vous le faire le rapport. Et puis surtout, il y a une chose qu'il faudrait arriver à comprendre, c'est que moi je vois pas le rapport qu'il y a entre tous ces gens qui font des phrases, qui se prétendent très intelligents, mais qui martyrisent la population d'un pays. C'est les mêmes que ceux que vous avez vus l'autre jour, tenez, qui ont refusé une proposition de loi qui améliorait l'accompagnement des enfants, ou qui la rendait obligatoire, l'accompagnement des enfants qui ont besoin d'être assistés parce qu'ils ont un handicap pour aller à l'école.
d'accord? C'est les mêmes qui ont voté au canon comme un seul homme, sans s'occuper de rien, ni de personne, ni du contenu, et qui ont voté contre et qui l'ont rendu impossible. Alors vraiment, mon ami François Ruffin, qui est député de la France Insoumise, a protesté en disant « J'espère que ça vous restera comme une marque de honte ». Et il a publié la liste des députés qui étaient là ce jour-là pour voter contre cette idée. J'espère que le pays ne vous pardonnera pas. Nous vous demandons un scrutin public. Les noms des votants seront publics. Je les publierai sur ma page Facebook et je ne serai pas le seul. Ils circuleront à travers la France. Et ce vote, j'en suis convaincu, ce vote vous collera à la peau comme une infamie. Et bien là, c'est de même nature. Hein. C'est des gens qui décident froidement d'organiser le malheur des autres, juste pour le soi-disant bonheur de leur comptabilité. Bon, voilà, maintenant c'est la fin. Alors j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que si vous mettez des pouces bleus, ça nous fait monter en tendance et ça nous récompense, Antoine qui filme et moi qui parle, dans le travail qu'on fait chaque semaine en pensant vous être utile. Bon, c'est bien parce que vous êtes quand même nombreux à nous regarder. Sur la précédente revue de la semaine, on est aux alentours de 100 000, ou un peu en dessous peut-être, 90 000, 100 000. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Éditer quelque chose qui a regardé, imaginez-vous un livre à 100 000 exemplaires, hein, un des miens par exemple, parce que c'est le cas, bon, c'est bien. Donc on est content, et si vous découvrez ça et que vous voulez vous abonner, eh ben vous pouvez vous abonner parce que c'est gratuit, je le rappelle. Bon, alors ça c'était ma première annonce. Ma deuxième annonce, là voilà, le week-end du 20-21, partout dans toutes les villes, la France Insoumise fait des journées de mobilisation pour inscrire sur les listes électorales. D'accord ? Il faut s'inscrire sur les listes électorales avant la fin du mois de décembre. Et plus vous êtes nombreux à pouvoir voter, plus évidemment, nous on espère que vous alliez le faire et que vous mettiez une raclée démocratique au président de la République. Parce que si vous en avez assez de lui, et qu'est-ce que vous allez faire ? Pas prendre des bâtons, hein ? Et puis ça ne changera rien de toute façon. Donc ce qu'il faut faire, c'est avec des bulletins de vote. Il faut lui mettre une pouille à l'élection européenne, parce que si vous êtes nombreux à voter France Insoumise, tout le monde comprend le message. Hein. Et puis si vous êtes nombreux à pas voter pour lui, eh ben évidemment que ça l'oblige à bouger, à changer, et peut-être très profondément. Plus vous nous mettez haut, plus vous le mettez bas, plus les chances que le pays tourne du côté d'une politique qui réponde aux impératifs écologiques, notamment le climat, et aux impératifs sociaux, notamment l'emploi et la feuille de paye, qui sont les deux grandes questions de la vie de chacun d'entre nous, ben ça augmente. Voilà. Donc c'est un bulletin de vote utile là que vous avez dans les mains. Hein. C'est pas juste une comédie en disant ouais je m'en fous, c'est l'Europe, donc comme ils me cassent les pieds, je vais pas voter. Ah bah surtout faites pas ça, parce que si vous faites ça, c'est vous leur dites allez continuez, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Non, non, non et non. Non, il faut s'en mêler. Voilà. Donc pour ça, il faut déjà pouvoir voter. Parce que je veux pas être méchant, mais j'en connais un certain nombre hein, qui sont venus voir la dernière fois en me disant ah ben quand je suis allé, je me suis aperçu que j'étais pas inscrit. Ah ben malin, ah ben c'est malin. Hein. Donc cette fois-ci, vous faites pas avoir quoi. Inscrivez-vous à temps. 20-21 de ce mois-ci, la France Insoumise, hein, partout dans les rues, pour organiser les inscriptions sur les listes électorales. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.